la présentation d'aujourd'hui. Et nous allons tenter surtout de concrétiser donc la réflexion que nous avons démarrée donc à travers donc l'examen ou l'analyse de la décision d'investissement que nous allons corréler avec la décision de financement. Donc le menu d'aujourd'hui, donc le menu que je vous propose, donc je reviendrai brièvement sur les éléments clés que nous avons débattus la séance précédente, avant de poursuivre sur la manière avec laquelle je peux choisir les meilleures sources de financement. Et je vais essayer de mener une réflexion sur le montage d'un projet. Donc je vous ai parlé la dernière fois, donc je n'ai pas cessé de marteler l'importance de la qualité du montage qui devra être fait pour réussir le lancement d'un projet. Donc j'ai préparé un petit exemple sur lequel on va essayer de revenir afin de nous éclairer par rapport à l'impact de la qualité du montage sur la réussite d'un projet d'investissement. Je reste à votre disposition pour réagir à vos interpellations, à vos questions, donc éventuellement si vous en avez. Donc la dernière fois, donc c'est un récapitulatif de la séance précédente. Donc la séance précédente, elle avait porté sur une introduction à caractère global de la décision de financement. On avait dit que c'est une décision qui intervient juste après la validation de la décision d'investissement. Donc une fois que vous avez choisi le bon investissement, une fois que vous avez parfaitement cadré votre projet, donc vient un deuxième volet, c'est comment vous allez vous financer, comment vous allez financer votre projet. Et cette décision de financement, elle va exercer des impacts sur la réussite de votre projet. Donc par exemple, celui qui choisit de se financer par emprunt, il est clair qu'il va avoir à sa charge le remboursement du capital et les intérêts qu'il doit payer. Et donc la rentabilité financière de l'entreprise sur les 3 prochaines années, elle risque d'être impactée par cet impact de l'emprunt. Donc, dans le cadre de notre présentation, nous sommes revenus sur 6 sources de financement que j'ai présentées à titre indicatif et non limitatif. Donc, on a parlé de la possibilité de lancer une opération d'augmentation de capital. On a mesuré le pour et le contre. Et nous avons insisté sur le fait que l'augmentation de capital, elle va certainement modifier la règle par rapport aux anciens actionnaires qui vont se retrouver par rapport à une dilution de leur droit de vote et éventuellement par rapport à une dilution du BPA. Donc la deuxième source sur laquelle nous sommes revenus, c'est la forme classique, donc la forme classique qui revient avec l'emprunt. L'emprunt, on avait dit que la règle de base serait de ne prendre l'emprunt que si vous avez affaire à un investissement solide qui va vous permettre de générer une augmentation du résultat d'exploitation qui va vous permettre de couvrir les charges financières. Donc lorsque je décide de prendre un emprunt, il est clair que je ne vais le prendre que si je serai capable de le traduire en richesse. Et cette richesse, elle devrait me permettre de couvrir le remboursement du capital et éventuellement donc le paiement des charges financières. Par la suite, j'ai présenté la troisième source de financement qui s'appelle la CAF et on avait dit que cette ressource théoriquement elle appartenait aux actionnaires et que l'entreprise elle a besoin de valider auprès des actionnaires la possibilité de s'autofinancer. Donc cette source qui en apparence pourrait être présentée comme étant gratuite, mais elle a un coût direct, à savoir le taux de rentabilité exigé par les actionnaires. Donc si jamais vous allez par la suite solliciter une augmentation de capital, vous pouvez avoir des petits problèmes par rapport au suivi des actionnaires sur ce volet-là. D'accord ? Donc, quatrième source que j'ai citée à titre indicatif, c'est les subventions, donc les subventions d'investissement qui peuvent être accordées par l'État
et visant à soutenir les entreprises dans leur programme d'investissement. Cinquième source de financement que j'avais présentée, c'est les comptes courants d'associés. On avait dit que c'est une source de financement que les entreprises à caractère familial ou les PME peuvent mobiliser. Elle présente l'intérêt d'un taux d'intérêt plus faible que le taux d'intérêt d'emprunt classique, à charge à ce que les actionnaires acceptent donc de renoncer momentanément à leur argent pour qu'ils puissent être transformés en source de financement à moyen et long terme. Et la dernière source de financement qu'on avait choisi, c'était le crédit bail. Donc le crédit bail, c'est un contrat de location en fonction duquel une entreprise pourrait disposer d'un bien, l'utiliser dans son exploitation, mais sans débourser le capital pour l'acheter. Donc il va être mis à sa disposition par une société de leasing qui va, elle aussi, être rémunérée à travers un loyer. Donc voilà grosso modo toutes les sources de financement sur lesquelles on est revenu la dernière fois. Je vous ai dit qu'il existerait d'autres sources de financement, donc les sources de financement que je peux emprunter à la finance islamique, finance participative. Je peux aussi faire appel au capital investissement, je peux faire aussi appel au capital risque. Donc toutes ces sources de financement peuvent être mobilisées pour un meilleur choix en termes de financement. On avait, dans le deuxième point, je vous ai parlé d'un certain nombre de règles qu'il faudra respecter. Donc on a parlé de la première règle, c'est la règle de l'équilibre financier. Donc c'est une règle qui permet de découvrir si vos ressources stables parviennent à financer vos emplois stables. Deuxième règle sur laquelle nous sommes revenus, c'est la règle de l'endettement maximum, c'est-à-dire que celui qui pense à s'endetter, il a besoin de surveiller si son autonomie financière elle va être remise en cause ou non. Donc voilà pourquoi l'endettement ne devrait pas dépasser un certain seuil par rapport aux capitaux propres. Troisième règle sur laquelle nous sommes revenus, c'est la règle de remboursement, ou la règle de la capacité de remboursement, dans la mesure où les dettes de financement ne doivent pas dépasser 3 à 4 fois la CAF moyenne, c'est-à-dire la capacité d'autofinancement moyenne générée sur un certain nombre d'années d'exploitation de l'entreprise. Et la dernière règle sur laquelle nous sommes revenus, c'est la règle de l'équilibre, c'est la règle du financement minimum, c'est-à-dire que celui qui tente de trouver un financement bancaire, il sait pertinemment que la banque, elle va vous suivre à hauteur de 80%, 70%, 90% dans une large mesure. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir toujours une contrepartie qui doit être financée par le porteur du projet ou par l'entreprise elle-même. L'explication derrière, c'est que celui qui porte le projet, il a besoin d'être impliqué dans la réussite du projet. Donc plus il va mettre de son capital, plus il va mettre de ses propres ressources, plus il va s'investir dans le développement de l'affaire. Donc voilà, grosso modo, les éléments sur lesquels nous sommes revenus la dernière fois. Et nous sommes revenus sur la phrase avec laquelle j'ai bouclé la dernière présentation ou la dernière séance, c'est que le choix d'une source de financement peut être décidé par rapport au contexte dans lequel on va se trouver. Cela voudrait dire que là, je fais appel à une règle de base en matière de finance qui s'appelle « toute chose étant égale par ailleurs ». Donc, toute chose étant égale par ailleurs, c'est-à-dire que tout ce que vous pouvez dire par rapport à un contexte, il va être valable selon les hypothèses que vous allez retenir et selon le modèle que vous allez appliquer. D'accord ? Donc, cela voudrait dire que si je suis par exemple dans la phase de lancement, il est clair que je vais avoir la pression du chiffre d'affaires parce que je ne connais pas
parfaitement le marché, je ne connais pas comment les concurrents vont réagir, comment les clients vont recevoir mes offres, comment le marché va réagir suite à l'implantation d'une nouvelle entreprise. Donc je pars vers un scénario, donc je dirais donc un scénario d'hostilité auquel l'entreprise elle pourrait donc faire face. Donc si à côté de ça, je pars avec un poids, donc un poids lourd à gérer, donc des charges de personnel qui sont importantes, je pars avec une faible maîtrise de mon cycle d'exploitation. Donc il est clair que je vais avoir la pression des charges qui, corrélée à une faiblesse du chiffre d'affaires, ne va pas me permettre d'avoir un résultat d'exploitation suffisamment fort pour couvrir l'impact d'une décision de financement d'emprunt. Et donc, dès le départ, je vais me retrouver avec une difficulté qui est la suivante, c'est que les performances d'exploitation que vous allez enregistrer peuvent être totalement absorbées par le remboursement, du capital et le paiement des charges financières que vous allez supporter en matière d'emprunt. Donc voilà pourquoi, dans le cadre du lancement des projets, nous recommandons vivement donc l'utilisation des capitaux propres, mais après avoir travaillé sur le montage du projet. D'accord ? Ou éventuellement choisir une structure mixte qui va nous permettre de faire jouer donc plusieurs sources de financement. Là, vous pouvez avoir l'embarras du choix. Vous pouvez utiliser un mix entre les capitaux propres et l'endettement. Vous pouvez utiliser, par exemple, donc une augmentation, donc je dirais donc l'autofinancement. Vous pouvez utiliser donc l'augmentation de capital. Donc là, vous avez l'embarras du choix en matière des sources de financement, mais toujours est-il que vous aurez besoin de surveiller un certain nombre de règles. Donc, l'enjeu majeur, c'est que chaque source de financement que vous allez mobiliser, elle va entraîner un coût direct. On a tendance à dire que si je fais appel aux actionnaires, donc il est clair que ça va être de l'argent gratuit. Non, ça ne va pas être de l'argent gratuit, ça va être un coût direct qui va se matérialiser à travers le taux de rentabilité exigé par les actionnaires. Et donc, si vous leur promettez du 15%, du 12% par an, il faut que votre entreprise travaille dans le sens de servir ce taux, de rentabilité. Or, pour pouvoir l'atteindre dans un contexte délicat, difficile, vous êtes dans la phase de lancement, donc c'est quelque chose qu'il faudra surveiller avec beaucoup de prudence. Et donc le choix d'une source de financement, c'est quelque chose c'est quelque chose de stratégique. D'accord ? Donc, après avoir parlé du contexte du choix de financement adapté au cas de lancement, nous allons parler du cas d'extension. Donc quand une entreprise a été déjà créée et qu'elle a dépassé les 3 années critiques de survie, donc on parle d'un taux de mortalité très élevé chez les entreprises dans les 3 premières années de lancement. Donc voilà pourquoi pour faire des affaires avec les grosses boîtes ou avec les grandes structures, on vous demande de prouver que vous avez déjà dépassé les 3 premières années. Donc une fois que l'entreprise dépasse les 3 premières années, elle commence à retrouver son point d'équilibre, elle commence à retrouver sa vitesse de croisière, et donc elle est capable de pouvoir prétendre à une deuxième phase, qui est donc la phase de développement. Donc les 3 premières années, on va parler d'une stratégie de survie. Donc là, je suis en train de présenter le modèle classique, mais on reviendra sur l'exemple qui peut contredire ce que je suis en train de faire. Donc, modèle classique, les 3 premières années, je mets en place une stratégie de survie, c'est-à-dire que mon objectif, c'est de faire connaître l'entreprise, c'est de générer un fort capital réputation, et c'est de faire en sorte à ce que je puisse me faire une place dans le marché. La deuxième phase,
qui pourrait intervenir au-delà des 3 premières années, je vais peut-être prétendre à une stratégie de développement. Donc cette stratégie de développement peut être financée par l'endettement. Pourquoi? Parce que vous avez déjà un historique. Donc vous avez déjà fait vos épreuves et donc il y a déjà des résultats qui peuvent être sentis. Donc vous allez être plus ou moins dans une marge confortable dans votre négociation avec la banque. Et tout comme vous pouvez être aussi dans une position confortable par rapport à la négociation que vous pouvez entamer avec vos actionnaires. Pourquoi? Parce que les 3 premières années, elles peuvent vous donner raison, comme elles peuvent remettre en cause peut-être donc la bonne marche ou la qualité la qualité des décisions prises pour la gestion de l'entreprise. Donc, le choix d'une source de financement ou le choix des sources de financement dépend dans quel contexte vous vous retrouvez, dépend de la qualité des forces que vous détenez. Est-ce que votre entreprise est là une grande capacité d'autofinancement? Est-ce que vos ratios de structure financière sont très favorables? Est-ce que le marché est très porteur? Est-ce que le taux de rentabilité économique est supérieur au taux d'endettement? Donc tous ces éléments-là nous permettent de plus ou moins choisir la source de financement qui nous intéresse. Donc, bonjour, c'est Mohamed. Ce que je suis en train de dire, c'est que maintenant, il est important de connaître quand est-ce que j'utilise l'emprunt. Donc, on l'a dit la dernière fois, quand vous allez choisir de vous financer par emprunt, il est clair que vous allez avoir un impact négatif. L'impact négatif, c'est le remboursement du capital et c'est le paiement des intérêts. Donc, si par exemple, moi, mon rendement interne, donc là je parle du taux de rentabilité économique, je parle de l'excédent brut sur l'actif économique. Donc si le taux de rentabilité économique, il est supérieur au taux d'endettement auquel je vais emprunter de l'argent, il est clair que si je produis par exemple du 12 et que je dois payer, je produis un rendement de 12 et que je dois payer un intérêt de 9, il est clair que les 12 que je produis vont servir à rembourser les 9 et ça va me laisser une marge de 3%. Donc cette marge de 3%, elle représente l'intervention du mécanisme de l'effet de levier financier. Donc, dans ce cas de figure, donc le mécanisme de l'effet de levier financier, donc définition, c'est un mécanisme qui permet d'analyser l'impact du recours à l'emprunt sur la rentabilité financière. Donc là, vous aurez un effet favorable sur la rentabilité financière. Pourquoi? Parce que les 3% viendront augmenter votre rentabilité financière. Donc, je recommande l'emprunt lorsque je peux jouer de façon favorable le mécanisme de l'effet de levier financier, c'est-à-dire lorsque le taux de rentabilité économique est supérieur au taux d'endettement. Deuxième élément, vous êtes actionnaire et vous avez confié la direction donc de l'entreprise ou l'administration de l'entreprise à un directeur général, donc qui n'est pas un actionnaire. Il est clair que le choix de l'endettement va le pousser à travailler plus pour dégager une forte rentabilité qui puisse satisfaire les attentes des actionnaires. Et dans ce cas de figure, le choix de l'endettement représente un mécanisme de discipline des équipes dirigeantes. Donc là, ça, c'est la deuxième recommandation. Troisième recommandation, c'est que je recommande l'emprunt lorsque les ratios de structure financière sont encore favorables. Et donc, j'ai aussi un scénario favorable par rapport à l'effet favorable du mécanisme de l'effet de levier financier. D'accord ? Si vous êtes une PME, si vous êtes une entreprise familiale, vous pouvez jouer sur l'utilisation du compte courant d'associés, vous pouvez jouer sur l'utilisation des capitaux propres, vous pouvez jouer sur l'utilisation de l'emprunt,
ou une structure mixte ou variée. D'accord? Donc voilà un peu les éléments que je voulais partager avec vous par rapport à la décision de financement. Maintenant, un point important qui permet de connaître comment je peux choisir entre les différentes sources de financement. Donc, ce que je m'apprête à dire, c'est l'utilisation, donc quels sont les critères que je peux utiliser pour choisir entre les différentes sources de financement. Donc, les critères que je peux choisir entre une panoplie de critères qui nous permettent d'évaluer la pertinence du choix d'une source de financement. Donc, le premier critère, on va parler du coût du financement. D'accord? Donc, coût du financement, si vous prenez l'augmentation de capital, il est clair que le coût du financement va être, ou le coût du capital, il va être le taux de rentabilité exigé par les actionnaires. Si vous faites appel à l'emprunt, il est clair que vous allez payer un taux d'intérêt net. Si vous faites appel au crédit bail, il est clair que vous aurez besoin de payer un loyer. Et donc, en calculant l'ensemble des coûts supportés par rapport à l'ensemble des sources que nous allons dégager, je vais choisir la source de financement qui présente le coût le plus faible. D'accord? Donc, si je me base sur le critère du coût de financement, j'aurai tendance à choisir la source de financement qui présente le coût le plus faible. D'accord? Si par exemple, si par exemple taux de rémunération, donc des taux de rémunération du compte courant d'associé est plus faible que le taux d'intérêt, donc il est clair que je vais prendre la première source, et ainsi de suite. Donc, deuxième critère de choix d'une source de financement, c'est l'impact sur la rentabilité financière. Donc l'impact sur la rentabilité financière, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est là où je peux me départager ou départager mon choix par rapport à plusieurs sources de financement. Donc en fonction de ce critère, je vais choisir la source de financement qui puisse me permettre d'augmenter de manière significative mon taux de rentabilité financière. Donc je répète, deux critères que nous avons présentés jusqu'à maintenant. C'est 1, le coût du financement. 2, c'est l'impact sur la rentabilité financière. Troisième critère, on va parler du décaissement réel net. Décaissement réel net, quand vous mobilisez une source de financement, il est clair que vous allez engager un coût et qu'à la fin, vous aurez besoin de connaître qu'est-ce que cette source de financement va me coûter de façon effective. Donc, si vous voulez trouver une réponse à cette question, il faudra utiliser le critère de décaissement réel net. Si vous faites appel à l'emprunt, donc le décaissement réel net, il va correspondre à l'annuité moins économie d'impôt sur la dotation d'exploitation aux amortissements, moins économie d'impôt sur l'intérêt. Et là, vous pouvez dégager donc la valeur des décaissements réels nets que vous pouvez actualiser par rapport à un taux d'actualisation qui va tenir compte du coût de financement et que vous pouvez comparer avec, par exemple, la solution du crédit bail. Donc, décaissement réel net, si vous faites appel au crédit bail, il va être calculé de la sorte. Donc, loyer moins économie d'impôt sur loyer. D'accord? Donc, l'utilisation de ces trois critères que j'ai cités à titre indicatif, je peux parler aussi de flux de liquidité donc net. Donc, l'utilisation de ces trois critères va vous suffire à identifier donc la meilleure source de financement que vous pouvez mobiliser pour votre projet. Donc, je choisis la source de financement qui présente le coût de financement le plus faible, celle qui présente un impact très favorable sur la rentabilité financière et celle qui présente les décaissements réels les plus faibles. Donc, bonjour Madame Dewey. Donc là,
Je tiens aussi à saluer donc ma collègue Hanan Aliwa, donc si elle est dans les antennes. Merci, merci Madame Aliwa. Donc ce que je suis en train de, donc ce que je suis en train de, ce que je suis en train de dire, c'est que l'utilisation d'une source de financement va dépendre de la nature du projet que vous allez poursuivre et va dépendre de la nature des projets auxquels vous allez tenter de vaquer. D'accord ? Donc là, je vais essayer de prendre avec vous un exemple. D'accord ? S'il vous plaît, donc on va prendre un exemple qui est très simple, c'est le lancement d'un restaurant. D'accord ? Donc, lancement d'un restaurant, et on vous remet l'étude du montage de l'étude financière. Donc, quelle est la première réflexion qu'on pourrait faire? Donc, quel est le premier réflexe que nous allons adopter pour lancer un restaurant? Donc le réflexe que nous pouvons adopter, pour lancer un restaurant, donc le réflexe classique, c'est de pouvoir faire en sorte à ce que nous allons faire l'acquisition d'un restaurant, donc l'acquisition d'un local. Nous allons engager une dépense d'investissement qui va être lourde et nous allons encore investir par rapport à la décoration, par rapport à l'aménagement et par rapport à un certain nombre de choses. Et donc la réflexion classique, et donc une fois que vous allez engager donc une grosse dépense d'investissement, vous allez commencer à raisonner en termes d'hypothèses pessimistes, optimistes et très optimistes. Très bien. Donc Mohamed Biche, donc c'est exactement ça. Donc on va raisonner par rapport à l'emplacement, par rapport au nombre de tables, et nous allons chercher surtout à raisonner par rapport au taux de remplissage. D'accord? Donc, et du coup, nous allons prévoir, par exemple, un taux de remplissage de 40%. Donc, on va prendre un taux de remplissage je dirais, de 35%, 50%, 60%, 70%. Et donc, on va travailler éventuellement avec trois hypothèses. Donc, une hypothèse optimiste, une hypothèse pessimiste et une hypothèse très pessimiste. Et le résultat de cette démarche, donc il est clair que vous pouvez avoir deux scénarios. Donc soit que la rentabilité, elle ne va pas être au rendez-vous, en raison de la forte dépense d'investissement que vous allez engager, donc à travers l'acquisition d'un local qui va être situé dans un bon emplacement, dont le mètre carré pourrait revenir à 20 mètres, donc 20 000 dirhams, 30 000 dirhams, 40 000 dirhams comme coût de mètre carré, avec les installations que vous allez prévoir, il est clair que dès le départ, vous partez avec un poids super élevé de la dépense d'investissement. Si vos hypothèses du chiffre d'affaires ne vont pas se vérifier, il est clair que votre scénario va tourner va tourner à un scénario dans lequel vous n'allez pas vous retrouver par rapport à la rentabilité que vous avez espérée. Est-ce que c'est le seul montage que je peux faire? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de réfléchir à la chose et de proposer un deuxième niveau de réflexion?
Donc, première réflexion, nous allons acquérir un local. Nous allons travailler donc sur le fait que ça devrait porter sur un emplacement stratégique et donc la dépense, donc conséquence, une forte dépense d'investissement avec une incertitude par rapport aux recettes et donc notre projet pourrait facilement tomber dans la zone des pertes. Donc, deuxième niveau de réflexion, c'est que je peux étudier l'hypothèse de la location. D'accord? Donc, je peux étudier l'hypothèse de la location. Donc, réflexion numéro 1, c'est l'acquisition. Réflexion numéro 2, c'est la location. Et donc, qui dit location voudrait dire que je vais réduire. Donc, oui, donc ce que je suis en train de dire, c'est que vous pouvez, sur la base du scénario 2, donc faire une location, et donc on va réduire de manière significative la dépense d'investissement, et du coup, donc on va avoir un investissement qui va être faible, tout en sachant que si jamais vos hypothèses de chiffre d'affaires se réalisent, vous pouvez vous retrouver avec un scénario, je dirais, plus ou moins satisfaisant, ou peut-être dans certains cas, donc très délicats, comparé au premier scénario. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un troisième scénario? Ou un troisième niveau de réflexion? Donc, premier scénario, je répète, j'ai proposé l'acquisition. Deuxième scénario, j'ai proposé la location. Et le troisième scénario, et ça rejoint donc un séminaire qui est proposé par un collègue, c'est la transformation digitale. Donc je peux décider de faire donc de choisir un plateau dans lequel je ne vais pas supporter un coût élevé en matière de location du mètre carré et je vais miser sur une stratégie digitale qui va permettre de toucher donc plus de clients et donc de porter le produit vers ces clients. Et donc je vais engager les services donc de livraison, donc soit en interne, soit de faire appel à un prestataire de service. Et dans cette logique, vous allez réduire donc les frais de location. Pourquoi? Parce que vous aurez besoin juste d'un atelier cuisine. Vous n'allez pas recevoir chez vous. Vous allez envoyer les produits chez les clients. Et donc, dans ce troisième scénario, vous allez réduire de manière significative les charges relatives à un loyer très élevé, tout en bénéficiant d'une couverture plus large de votre clientèle, et vous pouvez donc facilement augmenter votre capital réputation, et ainsi de suite. Donc, quatrième niveau de réflexion, vous pouvez décider de lancer ce qu'on appelle un écosystème. Un écosystème, c'est-à-dire que vous allez vous lancer avec 4 entreprises autour de vous. Donc, une entreprise qui va être spécialisée dans la livraison, une entreprise qui va être spécialisée dans tout ce qui est approvisionnement, une entreprise qui va être spécialisée dans la digitalisation, donc là c'est la commercialisation, et vous pouvez par exemple vous concentrer uniquement sur la conception des plats et des offres. Et vous pouvez trouver une autre entreprise qui va faire la cuisson ou éventuellement la cuisine pour vous. Donc l'avantage de ce montage qu'on appelle écosystème, c'est qu'il va vous permettre de toucher, voilà, donc ça va nous permettre de toucher une population plus large et donc ça va vous permettre de mener une réflexion stratégique qui va vous permettre de répondre à la question suivante. Est-ce que je veux lancer juste un restaurant ou une chaîne de restauration? Et donc là, vous remarquez que dans le quatrième scénario,
vous allez être donc vous allez vous spécialiser par rapport à un segment. Les frais de lancement du projet vont être très faibles et vous allez donc vous lancer avec donc une chaîne de sous-traitants qui vont constituer avec vous un écosystème qui va vous permettre de grandir rapidement. Voilà comment plusieurs entreprises innovantes, des startups à l'échelle internationale, ont démarré donc à partir de faibles moyens et au bout de 3 ans, ils ont fait une progression, donc ont fait une progression, je dirais, exceptionnelle. Donc la qualité du montage que vous allez mettre en place va déterminer la réussite ou non du projet. Deuxième élément indispensable, je ne cesse de répéter l'adage suivant, il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait où aller. Donc aujourd'hui, avec un certain nombre, donc avec l'apparition d'un certain nombre de moyens informatiques ou les systèmes d'information ou éventuellement l'apparition de thèmes comme la transformation digitale, blockchain ou éventuellement la mise en place de stratégies big data nous permettent et l'utilisation des réseaux sociaux comme premier canal de communication et diffusion de l'information nous permettent d'exploiter une mine d'or et donc les entreprises de demain, l'entreprise de 2023, 2024, 2025, 2030, elle devrait être en avance par rapport à son environnement actuel. Et donc, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que j'ai présenté 4 façons, 4 scénarios ou 4 types de montage qui vont me permettre de lancer un restaurant. Dans le premier montage et dans le deuxième, vous êtes dans une logique de création, d'un restaurant. Vous êtes beaucoup plus porté par la satisfaction personnelle. Vous songez à avoir un bijou qui va retracer vos qualités intrinsèques et à travers lequel vous pouvez communiquer sur votre réputation, sur un certain nombre de moyens que vous êtes en train de chercher à atteindre. Donc vous avez un certain nombre d'objectifs par rapport au rayonnement, par rapport au développement d'un capital réputation, par rapport à la réussite dans le monde des affaires, développer un carnet d'adresses, etc. Mais si vos ambitions, elles sont plus lointaines que le fait de détenir un restaurant, et donc vos ambitions sont de lancer carrément une chaîne de restauration, sachant que vous avez de faibles moyens, sachant que vous partez avec des handicaps de mise de départ et avec éventuellement de moyens qui sont très limités. Aujourd'hui, avec la transformation digitale, aujourd'hui avec le montage d'un écosystème, vous pouvez prétendre à surmonter ces difficultés et éventuellement surmonter ces obstacles. Donc il n'existe pas un seul scénario pour lancer un investissement ou pour lancer un projet. Le porteur du projet devra penser à tous les scénarios qui vont lui permettre de réussir le projet, et la décision de financement, c'est une décision qui viendra une fois que vous aurez déjà défini le bon montage. D'accord? Donc ce que j'ai présenté pour le cas d'un restaurant, donc là il y a plusieurs exemples qui viennent à l'esprit. J'ai personnellement travaillé sur un exemple d'une entreprise qui pendant très longtemps elle fabriquait des chaussures en cuir et qui malheureusement, cette entreprise, elle était dans une logique passive, donc elle a trouvé des clients, c'était des boutiques spécialisées, et donc cette entreprise, elle a décidé de faire appel, de rester sur ce créneau, d'accord, ou de rester dans cette logique du B2B, d'accord. Et c'est un modèle qu'elle a maintenu pendant une trentaine d'années. Donc ce qui s'est passé dans le temps, c'est que ces boutiques attiraient
par le développement des affaires et par le développement de plus de richesses, donc ces boutiques ont commencé à installer leur propre usine. Et donc, le client qui était jusque-là un client, il devient le principal concurrent. Et donc, les demandes qui s'adressaient à l'entreprise dont je vous ai parlé, donc les demandes, donc, elles commençaient à baisser. Et donc, l'entreprise, elle a compris, donc, avec le diagnostic qu'on a réussi à mettre en place, on a compris que l'entreprise était pénalisée par rapport au business model qu'elle a déployé. Et donc, les recommandations, c'était de 1, créer sa propre marque, de 2, peut-être ouvrir des points de vente, et 3, on a beaucoup plus parlé d'une stratégie digitale. Pourquoi? Parce que certaines entreprises, elles ont déployé la même démarche. Une entreprise française qui fabriquait des chaussures, sachant donc qu'elle ne pouvait pas concurrencer les entreprises présentes dans le offline, c'est-à-dire ceux qui sont dans des boutiques qui sont parfaitement achalandés, dans des endroits très stratégiques, bénéficiant d'une forte notoriété, et n'avait pas les moyens de les concurrencer. Donc elle a décidé de transformer son business en online. D'accord? Donc elle a mis en place une stratégie digitale pour couvrir, donc pour transformer son business. Et du coup, l'entreprise, au lieu de toucher uniquement le citoyen français, donc elle est en train de toucher le citoyen mondial. Donc là, vous remarquez que la qualité du montage va dépendre du degré d'ouverture du porteur du projet. Et donc, il n'y a pas un seul scénario valable pour le lancement d'un projet. Il y a plusieurs scénarios de lancement. Donc, il y a plusieurs scénarios sur lesquels on a besoin de travailler afin de définir le meilleur scénario et la source de financement qui viendra. Donc, elle ne fera que plus ou moins donc avancer les choses par rapport au lancement du projet. Est-ce que vous avez des questions? Merci, Si Mohamed. Merci, merci Madame Taleb. Donc ce que je disais par rapport au... je vais ouvrir la parenthèse. Je vais ouvrir une parenthèse. Très bien. Merci Si Shrifi. Donc la parenthèse que je voudrais ouvrir, c'est que les montages des projets aujourd'hui, ils devraient aller dans le sens, de privilégier les deux derniers scénarios que j'ai présentés. Donc, à savoir la possibilité d'intégrer la transformation digitale. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose sur lequel nous sommes déjà en retard et c'est quelque chose qui est en train de creuser l'écart, par rapport à plusieurs économies. Donc certaines économies sont restées classiques et traditionnelles. Aujourd'hui, elles sont en train de devenir totalement dépassées par des économies qui ont misé depuis peut-être 2015 ou bien avant 2015 sur la transformation digitale
et donc elles sont en train de gagner du terrain par rapport à cet élément-là. Le fait de raisonner en écosystème vous permet de disposer d'une force de frappe, de moyens plus importants et de pouvoir facilement trouver une réponse efficace à un concept qui faisait défaut donc à certaines entreprises, c'est la croissance non maîtrisée. Donc, si je mets en place un écosystème, je pourrais facilement profiter d'un lancement qui est un lancement, je dirais, très important, qui va me permettre de directement peut-être prétendre à un lancement dans la zone des gains. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que là, je me réfère au monde des affaires américain. Donc, comment choisir le partenaire ou la plateforme digitale donc appropriée. La question, je ne suis pas un spécialiste par rapport aux plateformes digitales, mais il est clair que vous avez besoin d'être accompagné par rapport au choix de la plateforme, mais il est clair que dans votre cas, vous avez besoin de d'abord penser à prendre votre business, à le transformer en processus et voir quels sont les processus qui peuvent faire l'objet de digitalisation. Donc il est clair que si vous prenez tous les processus formant le métier de votre entreprise, il est clair qu'il va y avoir une partie qui pourra être digitalisée et une partie qui ne pourra pas être digitalisée. D'accord ? Donc le choix de la digitalisation devrait être mûrement réfléchi, d'accord ? Et je vais vous apporter des éléments d'éclairage supplémentaires une fois que je vais passer à d'autres points. Merci Saïd pour cette bonne question. Donc ce que je disais, c'est que si je me réfère au monde des affaires américain ou à l'échelle internationale, deux notions sont en train de faire fureur. Too big to fail, c'est-à-dire que les grosses boîtes ne peuvent pas devenir défaillantes. Oui, donc Samad Jamali, donc c'est une question sur laquelle je vais répondre. Donc, ce que je disais, c'est que deux notions sont en train de faire fureur dans le monde des affaires à l'échelle internationale. Too big to fail, c'est-à-dire que l'entreprise elle a besoin de devenir grosse ou devenir une mastodonte pour qu'elle ne puisse pas disparaître. Donc too big to fail, c'est-à-dire que les grosses boîtes ne peuvent pas disparaître. Pourquoi ? Parce qu'elles ont des budgets qui peuvent représenter un PIB d'un continent. Donc si vous avez ce type de moyens, il est clair que peu importe les menaces qui peuvent se présenter à vous, vous aurez toujours une marge de manœuvre. Deuxième élément, vous aurez un budget de recherche et de développement que vous pouvez consacrer pour anticiper et saisir toutes les tendances, les tendances favorables et contourner les tendances défavorables que l'environnement pourrait générer. Deuxième notion qui est en train de faire fureur à l'échelle internationale, c'est croître ou mourir. Croître ou mourir, c'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui assistent à une course effrénée donc par rapport à la croissance, et nous remarquons que le capitalisme, donc si je fais appel à l'analyse économique, chaque 20 années, vous avez une crise. Et cette crise, souvent, c'est une crise économique et c'est une crise financière. Donc, il est clair que ces crises vont exercer une pression sur la demande, et donc il va y avoir une faible consommation, et donc les petites entreprises et les PME vont se retrouver avec des difficultés financières. Donc voilà pourquoi les entreprises aujourd'hui, elles ont besoin de mettre en place des montages qui puissent leur permettre de grandir rapidement.
Donc, comment je peux grandir rapidement? C'est en utilisant les nouvelles technologies, c'est en utilisant les nouveaux atouts qui sont présentés aux entreprises. Donc, j'ai parlé de la mise en place de la transformation digitale. J'ai parlé aussi de la mise en place et du raisonnement par rapport à un écosystème. Là, je vais répondre à la question de M. Samad Jamali. Donc, est-ce possible d'intégrer un écosystème dès la création d'entreprise? Oui. Vous pouvez faire le raisonnement suivant. Donc là, je me réfère donc au milieu académique. Donc au milieu académique, vous êtes par exemple dans une classe. Donc dans une classe, vous êtes dans une classe de 30 personnes. Donc supposons que dans la classe, donc on va constituer des groupes. Donc des groupes de 5. Donc au lieu à ce que chacun de nous pense à une idée de création d'entreprise qui va être totalement indépendante et qui va être totalement différente et que chacun de nous va le faire de façon indépendante. Donc, la classe de 30 personnes divisée sur 5 va vous donner 6 projets. Mais les 6 projets vont être lancés sans effet de complémentarité, sans synergie, sans possibilité de transmission d'informations, sans possibilité de soutien mutuel. D'accord? Et donc les 6 projets vont être plus ou moins exposés à des risques potentiels. Et le taux d'échec du lancement de ces 6 entreprises, il va être important. Si maintenant dans la classe, tout le monde ou toutes les équipes, elles vont penser à une idée phare, d'accord? Donc, une idée phare. C'est-à-dire, c'est une idée qui va nous permettre, donc une idée qui va être solide, une idée originale, une idée à travers laquelle donc, tout le monde va trouver son compte. Donc il est clair que je peux, sur la base de cette réflexion, je vais trouver un noyau dur. Donc le noyau dur, c'est l'entreprise qui va être la fer de lance, c'est le pivot, d'accord? Et de l'autre côté, nous allons avoir tout autour des entreprises qui vont l'accompagner dans ce développement. D'accord? Donc, et là, ce concept n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, c'est l'inverse de ce qu'a fait, par exemple, donc Nike. Donc, elle a externalisé toutes les activités pour ne garder que la conception. D'accord? La conception de modèles. Donc, si moi, dès le départ, je vais avoir une entreprise pivot, c'est elle qui va donner le temps et et le rythme de la musique qui va être joué. Donc, je vais avoir tout autour une chaîne de sous-traitants qui vont m'accompagner. Et chacun, donc, cette chaîne de sous-traitants, donc je pourrais avoir une entreprise de livraison, je pourrais avoir une entreprise spécialisée dans l'approvisionnement, je pourrais avoir une entreprise qui va être spécialisée dans le digital, une entreprise qui va être spécialisée dans l'entretien, une entreprise à laquelle on va éventuellement confier la tâche de veille. Donc, et du coup, vous allez lancer 6 entreprises qui vont constituer un écosystème, et ces 6 entreprises, elles vont, se serrer mutuellement pour constituer bientôt un groupe ou une entreprise solide. Donc, un écosystème vous permet de bénéficier donc d'abord du large panoplie de compétences qui forment cet écosystème. Vous allez avoir une vision globale, vous allez avoir des synergies, vous allez avoir des effets de complémentarité, vous allez raisonner en termes de spécialistes et vous allez avoir une force de frappe qui va être plus exceptionnelle que si vous partez tout seul. Donc voilà un peu la réflexion que je tenais à partager avec vous. Il n'y a pas un seul scénario pour lancer un projet d'investissement, mais il y a plusieurs scénarios. L'art et la manière, c'est d'intégrer
les nouveaux montages qui vont vous permettre d'avoir un meilleur positionnement sur le marché. Donc, je tiens à remercier l'équipe Kharayaf Dar qui nous a permis de nous adresser à vous, de partager avec vous nos réflexions, de partager avec vous un certain nombre d'idées. Donc, je remercie donc chaleureusement cette équipe et à laquelle je souhaite un très bon vent. Et je tiens à les remercier pour la qualité du travail qu'ils sont en train de fournir, tant sur la programmation de thèmes qui sont diversifiés et variés, tant sur le choix de la qualité des intervenants, et tant sur la visibilité qui commence à devenir donc importante, vu que donc le nombre de followers a dépassé donc les 15 000. Bon vent à Kharayaf Dar et au plaisir de vous retrouver sur un autre live et pour un autre thème. Merci à vous, chers internautes, et au plaisir de vous retrouver.